Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage où on va décortiquer ensemble des concepts absolument fascinants. Aujourd'hui, on va voir comment la poésie brute, qu'on prend souvent à tort pour du simple divertissement, peut en fait se transformer en une véritable masterclass philosophique. En nous basant sur les textes et les audios de l'artiste Smart Degerok, on va explorer une idée ultra puissante. Comment transformer nos pires souffrances en véritable sagesse. Franchement, c'est une sacrée plongée au cœur de la nature humaine qui nous attend aujourd'hui. Au menu aujourd'hui, un petit parcours en 6 étapes. D'abord, qu'est-ce que la philittérature? Puis, l'ombre lumineuse, ensuite le duel ego contre âme, le triptyque de la fuite, l'importance d'accepter nos contradictions, et on terminera sur une idée très forte, mourir pour la postérité. C'est parti. Chapitre 1. Qu'est-ce que la philittérature? Pour bien capter l'univers dans lequel on met les pieds aujourd'hui, faut d'abord comprendre ce concept. Alors, la philittérature, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez la contraction entre la philosophie et la littérature, mais le tout propulsé par l'énergie et le rythme urbain du rap. L'idée ici, c'est pas juste de balancer des rimes au hasard, c'est d'utiliser ce format hyper brut, souvent sans filtre, pour faire passer une substance philosophique super dense. En gros, c'est l'art de prendre la souffrance, les galères de la rue ou les tourments de l'esprit et d'en faire de la vraie pédagogie. La forme sert totalement le fond. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement la posture de l'auteur. Il nous dit « Éducateur suis-je, pas teacher ». Il se place pas du tout comme le prof classique, vous savez, celui qui exige un silence de mort et qui distribue des bons points. Pas du tout. Son truc à lui, c'est de nous filer des outils de survie intellectuelle. Il nous donne le fond, la matière brute, mais il nous laisse totalement libres de sculpter notre propre forme. Il dicte pas comme on doit vivre, il nous donne juste de quoi réfléchir. On passe au chapitre 2. L'ombre lumineuse et la société. Là, on attaque vraiment le cœur battant de notre analyse. Voici le concept clé, l'ombre lumineuse. Dans les œuvres qu'on étudie, l'ombre, ça représente tout le chaos de notre monde moderne. Vous savez, le bruit permanent, la pression des réseaux, la superficialité. Mais là où c'est brillant, c'est dans la dualité. En fait, l'être humain, c'est cette ombre. On est tous imparfaits, bourrés de failles et de défauts. Mais c'est précisément de cette obscurité-là que peut jaillir une lumière immense, celle de la conscience. Être humain finalement, c'est assumer ce paradoxe à 100%. Et c'est là que le bras de fer commence. On est dans une boucle d'influence constante avec le monde autour de nous. La société, avec ses pressions écrasantes, c'est un peu un rouleau compresseur. Soit elle nous tire vers le haut, soit elle nous plonge complètement dans l'obscurité. Les textes nous mettent en garde en disant de ne pas voir l'homme, mais de voir la société. Face à ça, l'individu doit se battre au quotidien pour s'assurer que sa propre lumière éclaire le monde, plutôt que de se laisser éteindre. Ce qui nous amène naturellement au chapitre 3, Ego contre âme, notre fameux champ de bataille intérieur, comment tout ça se traduit dans la vraie vie. Écoutez un peu la puissance de cette punchline tirée des sources. C'est un gros non à la superficialité ambiante. L'auteur explique qu'il en a vu des gens prêts à brûler leur propre vérité juste pour un quart d'heure de gloire ou un peu de buzz. Lui, il prend le chemin inverse. Il expose ses failles au grand jour. C'est une vraie déclaration de guerre contre le culte de l'apparence. Le contraste est super flagrant. D'un côté, on a cette course épuisante pour afficher des faux sourires où on se consume de l'intérieur juste pour faire illusion. De l'autre, on a ce que l'auteur appelle une loyauté féroce. Alors oui, rester soi-même, garder ses galères et ses failles visibles quand tout le monde autour joue un rôle, c'est dur, c'est même violent parfois. Mais c'est la seule façon d'être loyal envers sa propre âme. Le constat qui en ressort est hyper lucide. Réussir, ça épuise si nos démons intérieurs sont toujours là à faire la fête. Courir après les applaudissements, la validation sociale ou les trophées, sans avoir fait la paix avec soi-même, c'est un piège absolu. Le texte tape dans le mille. Tous ces succès extérieurs ne font que nous habiller en perdants si, en coulisses, notre âme continue de saigner. Alors, comment on évite ce piège de l'ego? Chapitre 4, le triptyque de la fuite. Les textes nous filent des vraies méthodes pour le quotidien. Voilà la petite discipline suggérée pour garder l'équilibre. Le principe, c'est de fuir les excès qui nous anesthésient. Dormir trop, manger trop ou perdre un temps fou dans des distractions ou des jeux inutiles. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour récupérer ce temps et cette énergie et les réinvestir dans ce qui a du sens, sa spiritualité, son développement perso et prendre soin des autres. Parce que la pression sociale, comme le dit la source, c'est la plus pire bête de toutes. Et cette discipline nous amène à une distinction qui fait un bien fou. Le but, c'est pas d'être parfait. Les sources le disent noir sur blanc. Il faut fuir le perfectionnisme, mais courir vers le perfectionnement. Le perfectionnisme, c'est une illusion de l'ego, c'est toxique. Le perfectionnement, par contre, c'est un chemin continu. C'est l'humilité de dire « je suis pas parfait, mais j'essaie d'être un peu meilleur qu'hier ».
Chapitre 5. Accepter les contradictions humaines. C'est le moment de ramener toutes ces grandes idées philosophiques dans notre réalité quotidienne, qui est souvent un peu brouillon. Alors ça, c'est une question géniale posée directement par le matériel source. Est-ce qu'une personne en pleine quête de paix intérieure est magiquement immunisée contre les petits tracas du quotidien? Est-ce qu'on arrête de péter les plombs quand la box internet plante? Eh bien spoiler, absolument pas. Et franchement, ça rassure. Regardez un peu ces exemples tirés des textes. L'honnêteté est totale. Il y a des jours où on joue les grands sages et d'autres où on oublie la moitié de nos principes. On prêche le zen, mais on s'énerve violemment parce que la vidéo cherche pas. On jure qu'on se fiche du regard des autres, mais en cachette, on vérifie qui a liké notre dernier post. Bref, chercher à être profond, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être humain. Le message central ici, c'est l'acceptation radicale. Faut arrêter de se battre contre nos propres contradictions, parce que les avouer, c'est désarmer notre ego sur le champ. Nos petits paradoxes ne ruinent pas notre quête de sens, ils en font partie intégrante. Assumer qu'on est à la fois capable de grandes réflexions et de petites faiblesses, c'est exactement ça qui cimente notre identité. Et nous voici au chapitre 6, Mourir pour la postérité. On touche au but ultime de toute cette réflexion, laisser une trace. L'image poétique ici est juste dingue. Un cercueil inexistant brûlant dans de l'eau. Ça représente le sacrifice ultime de l'ego. C'est l'idée de prendre ses propres épreuves, de consumer sa propre douleur, pour que cette eau, qui a servi à éteindre le feu de notre orgueil, devienne une source de paix que les autres pourront boire. C'est magnifique. L'auteur va encore plus loin. Il nous dit qu'une sorte de mort est nécessaire. On ne parle pas d'une mort physique, bien sûr, mais de laisser mourir cette part de nous qui est pilotée par l'ego et les apparences. C'est seulement quand on lâche cette course au trophée en carton qu'on commence vraiment à vivre. Et surtout, qu'on peut laisser un héritage, une sagesse intemporelle pour ceux qui viendront après nous. En résumé, si on devait retenir une seule chose de cette philosophie de l'ombre lumineuse, la vraie sagesse, c'est pas d'avoir un parcours parfait sans aucune égratignure. Ça n'existe pas. La sagesse, elle se forge dans le feu de nos galères intérieures. Elle consiste à prendre nos pires douleurs, à envoyer balader les faux sourires imposés par la société et à transformer ce matériau super brut en de véritables leçons de vie pour les autres. Et ça nous laisse avec une vraie question de fond. On a tous cette fameuse dualité à l'intérieur. On navigue tous dans un monde qui adore le vernis et déteste les rayures. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on va continuer de s'épuiser à poursuivre la perfection ou est-ce qu'on va enfin assumer nos failles pour laisser briller notre propre ombre lumineuse? La balle est dans notre camp. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage, prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver votre propre lumière.